Imaginez un scénario qui assècherait la bouche de n'importe quelle personne normale. Nous venons de clore l'affaire de la comète qui a brûlé dans l'atmosphère du Soleil. Nous avons poussé un soupir de soulagement, la qualifiant de feu d'artifice magnifique, mais sûr. Mais aujourd'hui, nous allons faire ce qui est interdit dans les nouvelles, mais autorisé en science. Nous allons mener une expérience de pensée. Nous allons changer une seule variable dans l'équation orbitale. Imaginez que l'angle d'entrée de la comète dans le plan de l'écliptique ait été différent. Imaginez qu'une manœuvre gravitationnelle près de Jupiter ait dévié sa trajectoire d'un centième de degré seulement. Et maintenant, cette montagne de glace, accélérée à des vitesses folles, ne vole pas vers le Soleil. Elle vole vers nous. Bienvenue dans la simulation du jugement dernier. Aujourd'hui, nous ne discuterons pas de la beauté de la queue, ni de la composition chimique de la chevelure. Aujourd'hui, nous discuterons de l'équivalent en TNT, des ondes de choc et des zones de destruction totale. Internet adore ces titres. Où tombera le fragment? Carte de la mort. Votre ville survivra-t-elle? Habituellement, ce n'est que du clickbait pur, créé pour vendre de la publicité. Mais le cosmos est un stand de tir et les cibles y sont en mouvement. La Terre est une cible de 12 000 km de diamètre. Et bien que la probabilité d'un impact soit négligeable, elle n'est jamais égale à zéro. L'histoire de notre planète est écrite en cratère. Et aujourd'hui, nous allons écrire un autre chapitre hypothétique de cette histoire. Regardons notre agresseur, la comète C 2024 S1 Atlas. En réalité, c'était un morceau lâche de glace et de poussière. Mais pour notre scénario, nous supposerons que le noyau était suffisamment dense pour traverser l'atmosphère. Disons que son diamètre était d'environ 1 km. À l'échelle cosmique, un grain de sable. À l'échelle humaine, une montagne volant à une vitesse qui transforme n'importe quel matériau en plasma à l'impact. La vitesse de la comète sur une trajectoire de collision avec la Terre peut atteindre 70 km par seconde. C'est des centaines de fois plus rapide qu'une balle. C'est la vitesse à laquelle la physique du corps solide se termine et la physique de l'explosion commence. La première chose que l'humanité ressentira dans ce scénario n'est pas l'impact. C'est la terreur paralysante et moite de l'attente. Contrairement aux astéroïdes, qui s'approchent souvent sans être remarqués depuis la direction du Soleil, nous voyons la comète de loin. Plusieurs mois avant l'heure H, elle deviendra l'objet le plus brillant du ciel. Elle pendra au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès, devenant plus grande chaque nuit. Les réseaux sociaux se transformeront en enfer. L'économie s'effondrera, car personne n'ira travailler sachant que tout sera fini dans une semaine. Des cultes religieux descendront dans la rue. Ce sera une période de décompensation psychologique totale. Nous connaîtrons la date et l'heure avec une précision à la seconde, mais nous n'aurons pas la réponse à la question principale. Où exactement? Le problème de la prévision du point d'impact réside dans le fait que la Terre tourne. Une erreur d'1 minute seulement dans l'heure d'arrivée décale le point de chute de milliers de kilomètres en longitude. Tant que la comète est loin, la zone de danger est toute la planète. C'est une roulette russe à l'échelle planétaire. Londres, Tokyo, l'océan Pacifique ou votre jardin. Les astronomes affineront la trajectoire toutes les heures, réduisant le couloir de la mort. Et le monde entier suivra cela comme une loterie, où le gros lot est la vie, et la perte est la vaporisation. Rappelons l'histoire pour comprendre l'ampleur. Il y a 66 millions d'années, l'astéroïde Chicxulub, d'un diamètre d'environ 10 km, s'est écrasé sur la péninsule du Yucatan. Le résultat, l'extinction des dinosaures, un hiver nucléaire, des pluies acides. Notre invité hypothétique est plus petit, seulement 1 km. Cela signifie-t-il que nous nous en sortirons facilement? Non, l'énergie cinétique dépend du carré de la vitesse. Les comètes, en règle générale, volent plus vite que les astéroïdes. L'impact d'un corps d'1 km à 70 km par seconde libérera une énergie équivalente à l'explosion de dizaines de milliers de bombes à hydrogène, explosant simultanément en un seul point. Ce n'est pas la fin du monde au sens biblique, où tout être vivant périt. C'est, comme disent les militaires, un dommage inacceptable. Si une telle masse tombe dans l'océan, elle soulèvera un tsunami de plusieurs centaines de mètres de haut, qui balayera les côtes des continents, détruisant les plus grandes villes du monde. New York, Shanghai, Rio de Janeiro. Si elle tombe sur Terre, elle creusera un cratère de la taille de Paris et soulèvera tant de poussière dans la stratosphère que le soleil s'obscurcira pendant plusieurs années, provoquant la famine et l'effondrement de l'agriculture. Pourquoi est-il si important pour nous de dérouler ce scénario? Non pas pour vous faire peur avant de dormir, mais pour comprendre la fragilité de notre civilisation. Nous avons construit une maison de verre au carrefour des routes cosmiques. Nous sommes habitués à penser que nous sommes les maîtres de la planète, mais une seule pierre,
volant depuis le nuage d'Oort, peut nous prouver que nous ne sommes ici que des locataires qui peuvent être expulsés sans avertissement. Nous entendons souvent des phrases rassurantes de la NASA. Il n'y a pas de menace pour les 100 prochaines années. Mais le mot « probabilité » est une chose rusée. La probabilité que vous gagnez à la loterie est également négligeable, mais quelqu'un gagne chaque semaine. Dans la loterie cosmique, le gros lot était le météore de Tunguska. En 1908, nous avons eu de la chance. Il est tombé dans la taïga, où il n'y avait personne d'autre que des rennes. Mais s'il était arrivé 4 heures plus tard, à cause de la rotation de la Terre, Saint-Pétersbourg aurait été sous l'impact. La ville aurait été rayée de la carte. L'histoire du XXe siècle aurait pris un autre chemin. Dans notre enquête, nous irons jusqu'au bout. Nous ne compterons pas sur la chance. Nous prendrons les paramètres de la comète Atlas, les chargerons dans le simulateur balistique et appuierons sur le bouton « Démarrer ». Nous verrons ce qui se passera dans les premières secondes de l'entrée dans l'atmosphère. Nous verrons comment l'air se transforme en béton par compression de choc. Nous analyserons la physique de l'onde de choc qui fera le tour du globe plusieurs fois. Et nous répondrons à la question: avons-nous la moindre chance d'abattre ou de dévier une telle menace si nous n'en apprenons l'existence que 6 mois à l'avance? Ou tout ce qui nous restera, c'est de regarder le beau spectacle du dernier coucher de soleil? Préparez-vous, ça va être bruyant. Nous commençons le compte à rebours d'une collision qui, heureusement, n'a pas eu lieu dans la réalité, mais qui est inévitable à l'avenir. La seule question est de savoir quand exactement. Afin de comprendre l'ampleur de la menace qui pèse sur nos têtes dans ce scénario, nous devons mettre de côté les émotions et ouvrir le manuel de physique au chapitre « Énergie cinétique ». Dans les films hollywoodiens, on nous montre souvent des héros faisant exploser un astéroïde avec un missile nucléaire 1 seconde avant l'impact, et celui-ci se désintégrant en petits morceaux qui brûlent dans l'atmosphère comme une belle pluie. C'est un mensonge dangereux qui endort la vigilance. En réalité, nous avons affaire à l'énergie de mouvement, qu'il est impossible d'annuler simplement. La formule de l'énergie cinétique est la masse multipliée par le carré de la vitesse et divisée par 2. Le mot-clé ici est le carré de la vitesse. Notre projectile hypothétique, la comète Atlas, ne vole pas seulement vite. Il vole à une vitesse monstrueuse. Analysons les paramètres de notre tueur. La vitesse de rencontre de la comète avec la Terre sur des trajectoires de collision peut atteindre 70 km par seconde. Pour que vous preniez conscience de cette magnitude, une balle tirée par un fusil de précision vole à environ 1 km par seconde. La comète est 70 fois plus rapide. À de telles vitesses, la matière cesse de se comporter comme un corps solide. Elle se comporte comme un fluide, comme du plasma, comme un pur rayonnement. Si vous lanciez une boule d'acier sur un mur d'acier à cette vitesse, il ne se heurterait pas. Il passerait instantanément à l'état gazeux, explosant avec une puissance qui dépasse la puissance des explosifs chimiques de même masse par dizaines de fois. Un astéroïde ou une comète n'est pas une pierre, c'est une bombe cinétique. La première barrière que notre invité rencontrera est l'atmosphère. La mince ligne bleue qui nous protège des petits débris spatiaux deviendra non pas un bouclier, mais un détonateur pour un corps d'1 kilomètre. Lorsque l'objet pénètre dans l'air à vitesse hypersonique, il se produit un phénomène appelé compression des gaz. Les molécules d'azote et d'oxygène devant le nez de la comète n'ont tout simplement pas le temps de s'écarter. Elles sont compressées dans un coussin dense, dont la température grimpe instantanément à des dizaines de milliers de degrés. C'est plus chaud que la surface du Soleil. L'air se transforme en plasma. La comète commence à brûler non pas de l'extérieur, mais partout à la fois. Et ici, nous arrivons à un embranchement de scénario qui dépend de la composition du noyau. Si la comète est poreuse, comme nous l'avions supposé dans notre enquête réelle, elle n'atteindra pas le sol, elle explosera dans l'air. C'est ce qu'on appelle une explosion aérienne ou airburst. C'est exactement ce qui s'est passé le 30 juin 1908 au-dessus de la rivière Tunguska pierreuse en Sibérie. Le corps de Tunguska était relativement petit, peut-être 50 ou 60 mètres de diamètre. Il est entré dans l'atmosphère et, ne supportant pas la pression, a explosé à une altitude de 5 à 10 km. Le résultat, 2000 km² de taïga ont été abattus comme des allumettes. Les arbres gisaient en éventail depuis l'épicentre. L'onde de choc a fait le tour du globe 2 fois. L'éclat de l'explosion était visible à des centaines de kilomètres et les stations sismiques en Europe ont enregistré un tremblement de terre. Et maintenant, mettons à l'échelle. Notre comète Atlas hypothétique a un diamètre d'1 kilomètre, pas de 50 mètres. Le volume, et donc la masse, augmente au cube. Ce corps est des milliers de fois plus massif que le météore de Tunguska. Si une telle montagne explose dans l'atmosphère, elle ne fera pas que déraciner une forêt.
Elle soufflera une ville de la taille de Moscou ou de New York, laissant derrière elle du verre fondu. L'onde de choc sera d'une telle force qu'elle tuera des gens à des centaines de kilomètres, non pas par des débris, mais simplement par le différentiel de pression, déchirant les poumons et les tympans. Les bâtiments s'effondreront comme des châteaux de cartes avant même que le son de l'explosion n'arrive. Mais examinons le pire scénario. Supposons que le noyau de la comète était plus dense que nous le pensions, ou que l'angle d'entrée était trop raide. La comète perce l'atmosphère en quelques secondes et touche la surface. C'est là qu'intervient la géologie des catastrophes. 70% de la surface terrestre est de l'eau. La probabilité de tomber dans l'océan est de 7 sur 10. Que se passe-t-il si un fer à repasser chauffé à blanc de la taille d'une montagne tombe dans une baignoire? Il y aura de la vapeur, beaucoup de vapeur. Au moment de l'impact avec l'eau, la comète ne s'arrêtera pas. Elle percera la colonne d'eau de l'océan jusqu'au fond, même s'il s'agit de la fosse des Mariannes. L'eau devant elle se vaporisera instantanément, créant une cavité de cavitation, un cylindre vide dans l'océan qui exposera momentanément le fond. Mais l'eau est incompressible. L'onde de choc se propagera dans toutes les directions à la vitesse du son dans l'eau, 1,5 km par seconde. Cela engendrera un méga tsunami. Ce ne sont pas les vagues que nous avons vues en Thaïlande ou au Japon. Celles-ci étaient causées par un déplacement du fond de quelques mètres. Ici, nous parlons d'énergie qui déplace des kilomètres cubes d'eau. La première vague pourrait atteindre une hauteur d'1 kilomètre. Imaginez un mur d'eau de la hauteur du gratte-ciel Burj Khalifa, se précipitant vers la côte à la vitesse d'un avion à réaction. Lorsqu'elle atteindra le plateau continental, elle ralentira, mais grandira encore plus. Ce tsunami balayera la Floride, le Portugal, tout le Japon. Il pénétrera des centaines de kilomètres à l'intérieur des continents, transformant les plaines côtières en fonds marins. Mais le plus effrayant est la vapeur d'eau. Des millions de tonnes de vapeur surchauffée seront projetées dans l'atmosphère. La vapeur est un gaz à effet de serre, beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone. Cela entraînera un changement climatique instantané et catastrophique. D'abord, des ouragans monstrueux, alimentés par la chaleur de l'océan, les soi-disant hypercanes, capables d'arracher l'écorce des arbres. Ensuite, des pluies qui dureront des mois, inondant ce que le tsunami n'a pas emporté. Et si nous avions de la chance et que la comète tombait sur Terre, par exemple dans le désert du Sahara ou dans la taïga sibérienne, au moment du contact, l'énergie cinétique se transformera en énergie thermique. Il se produira une explosion, dont la puissance équivaut à la détonation simultanée de tout l'arsenal nucléaire de l'humanité, multiplié par 10. Un cratère se formera. Pour un corps d'1 kilomètre, le diamètre du cratère sera d'environ 20 km. La profondeur, plusieurs kilomètres. Au centre du cratère, en raison de l'effet de rebond, s'élèvera une colline centrale, un pic composé de roches du manteau qui ont rebondi vers le haut, comme une goutte de lait. Mais le cratère n'est qu'une cicatrice. Le tueur sera ce qui s'envolera, l'éjecta. Des milliards de tonnes de roches, fondues et transformées en poussière, seront projetées dans la stratosphère et même dans l'espace. Une partie de ces débris retombera sur Terre après quelques heures, s'enflammant lors de la rentrée atmosphérique. Le ciel sur toute la planète deviendra rouge, comme la spirale d'une plaque chauffante électrique. La température de l'air montera à 200 degrés. Les forêts s'enflammeront simultanément sur tous les continents. Ce sera un incendie mondial. La poussière et la suie des incendies masqueront le soleil. Un hiver d'astéroïdes s'installera. La photosynthèse s'arrêtera. Les plantes mourront. Elles seront suivies par les herbivores, puis par les carnivores. Les chaînes alimentaires s'effondreront. C'est exactement ce scénario qui a mis fin à l'histoire des dinosaures, il y a 66 millions d'années. L'impact dans la péninsule du Yucatan, le cratère de Chicxulub. À l'époque, l'astéroïde était plus grand, 10 km. Mais notre petit d'1 kilomètre suffira à renvoyer la civilisation à l'âge de pierre. L'électronique tombera en panne, l'agriculture deviendra impossible, les villes se transformeront en pièges. Ceux qui survivront seront ceux qui pourront cultiver des champignons dans des caves et filtrer l'eau radioactive. Faisons une analogie historique pour comprendre à quel point nous sommes vulnérables. En 2013, un bolide d'environ 20 mètres de diamètre seulement a explosé au-dessus de Tcheliabinsk. 20 mètres, c'est la taille d'une maison. Il a explosé à une altitude de 20 km. L'onde de choc a brisé les vitres dans toute la ville. 1500 personnes ont été blessées et le toit d'une usine de zinc s'est effondré. C'était un grain de sable. Notre comète est 50 fois plus grande en diamètre et 125 000 fois plus lourde en masse. L'énergie de Tcheliabinsk était de 500 kilotonnes. L'énergie d'Atlas est de 50 000 mégatonnes. Les comparer revient à comparer un pétard à l'éruption du volcan Krakatoa. La mécanique de la destruction comprend également le choc sismique.
La chute d'un corps d'1 kilomètre provoquera un tremblement de terre de magnitude supérieure à 10. L'humanité n'a pas enregistré de tels tremblements de terre de toute l'histoire des observations. La croûte terrestre ondulera comme un drap que l'on secoue. Des failles s'ouvriront là où il n'y en a jamais eu. Les volcans endormis se réveilleront. Si l'impact se produit dans une zone volcaniquement active, par exemple à Yellowstone, cela pourrait provoquer une super éruption volcanique qui achèverait ce qui reste de la biosphère. Dans ce scénario sombre, il y a une nuance importante, la composition de la comète. Nous nous souvenons qu'Atlas est une boule de neige sale. Contrairement aux astéroïdes de fer, la comète contient une énorme quantité de substances volatiles, cyanure, monoxyde de carbone, ammoniac. Lors de la vaporisation, elles empoisonneront l'atmosphère localement, au point d'impact. Ce sera une attaque chimique à l'échelle cosmique. Les pluies qui tomberont après l'impact seront acides. Elles brûleront les feuilles des arbres et empoisonneront les réserves d'eau douce. L'océan commencera à s'acidifier, tuant le plancton et les coraux. Ainsi, le dossier de notre tueur mécanique se présente comme suit. Armes, projectiles cinétiques pesant des milliards de tonnes, vitesse, hypersonique, méthode de destruction combinée, ondes de choc, tsunami, rayonnement thermique, incendie mondial, hiver nucléaire, pluies acides. L'humanité n'a pas de bouclier contre une telle arme. Nos systèmes de défense antimissiles sont conçus pour abattre des missiles minces et lents. Ils sont inutiles contre une montagne volant depuis le zénith. Mais le plus effrayant dans cette enquête n'est pas la description des destructions. Le plus effrayant, c'est le silence. Le cosmos est le vide. L'approche de la comète sera inaudible. Nous la verrons, mais ne l'entendrons pas. Le son n'arrivera qu'après l'impact. Et pour ceux qui se trouvent dans la zone d'impact direct, il n'y aura aucun son du tout. Le système nerveux n'aura pas le temps de transmettre le signal de douleur au cerveau. Ils disparaîtront simplement, devenant partie du plasma. Dans la prochaine partie de notre scénario hypothétique, nous tenterons de trouver de l'espoir. Nous simulerons les actions des gouvernements et des scientifiques pendant les 6 mois qui nous resteront avant l'impact. Pourrons-nous construire des arches ? Pourrons-nous envoyer une mission à la Bruce Willis ? Ou la seule issue sera-t-elle l'acceptation de l'inévitable ? Nous analyserons la mécanique sociale de la fin du monde. Comment les gens se comporteront-ils en connaissant la date de leur mort ? Chaos ou solidarité ? Pillage ou prière ? Ce sera un test, non pas de la solidité du béton, mais de la solidité de l'esprit humain. Nous entrons dans la phase la plus tendue de notre simulation. Les paramètres orbitaux sont confirmés. Le point d'impact est déterminé. Supposons que ce soit le centre de l'océan Atlantique. Temps jusqu'au contact. 6 mois. C'est le délai qui sépare la vie habituelle avec le café du matin et les embouteillages du moment où l'océan va bouillir. Dans ce chapitre, nous n'examinerons pas la physique de la pierre, mais la physique du désespoir humain et de l'impuissance technologique. Nous allons effectuer un crash test de notre civilisation. Pourrons-nous nous unir face à l'annihilation ? Ou nous détruirons-nous nous-mêmes avant même que la comète ne touche l'atmosphère ? C'est le point culminant de l'histoire de l'espèce Homo sapiens. La première réaction du monde n'est pas la panique, mais la paralysie bureaucratique. Les gouvernements des puissances nucléaires, États-Unis, Chine, Russie, réunissent des conseils de sécurité d'urgence. Des dossiers contenant des plans de défense planétaire sont sur les tables. Mais le problème est que ces plans n'existent qu'en théorie. Nous n'avons jamais, je le souligne, jamais essayé de dévier un objet de cette taille à une telle vitesse. La mission DART, menée par la NASA en 2022, a réussi à dévier une minuscule lune d'astéroïdes. Mais la comète Atlas est des milliers de fois plus lourde. C'est comme essayer d'arrêter un train de marchandises en lui tirant dessus avec un pistolet à air comprimé. Néanmoins, une décision est prise. Opération Dernière Chance. Le monde entier suit le lancement des intercepteurs. Nous ne pouvons pas utiliser de remorqueurs gravitationnels, nous n'avons pas le temps pour cela, de telles missions nécessitent des décennies. Nous ne pouvons pas utiliser d'impact cinétique, la masse de la comète est trop grande. Il ne reste qu'un seul moyen que nous avons accumulé pour nous faire la guerre, l'arme nucléaire. L'idée est simple, faire exploser une série de charges mégatonnes près de la surface du noyau pour vaporiser une partie de la matière. La poussée réactive de la vaporisation devrait dévier la comète de sa trajectoire. Et c'est là qu'intervient la ruse de notre ennemi. Une comète n'est pas un monolithe. Nous nous souvenons des leçons des comètes Hild 4 et S1. C'est une boule de neige sale, criblée de fissures. L'onde de choc d'une explosion nucléaire ne pousse pas le noyau entier. Elle le traverse comme des ultrasons. Au lieu de dévier, la comète se désagrège. Nous transformons une seule balle en une charge de chevrotine. Au lieu d'un seul cratère qui aurait détruit l'Europe, nous obtenons une pluie de météorites qui recouvre tout l'hémisphère nord. Des débris cométaires radioactifs.
La simulation montre, une tentative d'interception à un stade tardif augmente la zone de dégâts de façon exponentielle. Nous perdons la bataille dans l'espace. Le deuxième acte de ce drame se déroule sur Terre. Le contrat social sur lequel repose notre société est annulé. Pourquoi payer une hypothèque si la banque n'existera plus dans 6 mois? Pourquoi aller travailler si le fruit de votre labeur va brûler? L'économie s'arrête instantanément. Les bourses ferment définitivement. L'argent perd son sens. La seule monnaie devient les conserves, l'eau, les médicaments et les munitions. Les villes sombrent dans le chaos. La police et l'armée désertent pour être avec leurs familles. La grande migration commence. Si le point d'impact calculé est l'Atlantique, des milliards de personnes d'Europe, d'Amérique et d'Afrique tentent d'atteindre des zones de sécurité dans les profondeurs de la Sibérie, en Asie centrale, dans les montagnes du Tibet. Les routes se transforment en cimetières de voitures. Les foules prennent d'assaut les aéroports. Les gouvernements déclarent la loi martiale, mais personne n'obéit aux ordres. Nous voyons à quel point le vernis de la civilisation est fragile. Face à la mort, nous redevenons des tribus, luttant pour une grotte. Et que font les élus? La construction d'arches, mais pas cosmiques. Partir sur Mars en 6 mois est impossible. Il s'agit de villes souterraines. Les bunkers profonds de l'époque de la guerre froide sont rouverts. Dans les montagnes de Norvège, dans les massifs rocheux du Colorado, dans les mines de l'Oural, le travail est frénétique. Mais il n'y a de place que pour une fraction d'1% de la population. Qui figurera sur les listes? Les politiciens, les scientifiques ou ceux qui gagneront à la loterie? Ce choix moral déchire les restes de la société. Des rumeurs de billets d'or provoquent des émeutes. Les gens tentent d'assauter les bunkers et les gardes ouvrent le feu. C'est une guerre de tous contre tous sur fond de ciel en feu. Pendant ce temps, un spectacle fascinant et terrifiant se déroule dans le ciel. La comète approche. 3 mois avant l'impact, elle est visible à l'œil nu comme une étoile pâle. Après 1 mois, elle est plus brillante que Jupiter. Après 1 semaine, elle est visible de jour. Elle est suspendue au zénith comme un deuxième œil, malveillant et immuable. Sa queue occupe la moitié du ciel, créant des couchers de soleil sinistres, rouge sang, dus à la diffusion de la lumière dans la poussière. Les nuits deviennent claires. La psyché des gens ne tient pas le coup. Les cliniques psychiatriques sont surchargées, puis ferment complètement. Des sectes religieuses se rassemblent sur les places des villes, chantant des hymnes pour accueillir la purification. Le jour J arrive. Les dernières 24 heures, la comète entre dans la sphère d'attraction de la Terre. Maintenant, elle ne vole plus, elle tombe. Sa taille apparente augmente à chaque minute. Ce n'est plus un point, c'est un disque sur lequel on peut distinguer les détails du relief, montagnes et canyons d'un enfer de glace. L'influence gravitationnelle de la comète commence à se faire sentir sur Terre avant même l'impact. Les marées deviennent folles, l'eau se retire des côtes sur des kilomètres, exposant le fond, comme si l'océan prenait une profonde inspiration avant de sauter. Les animaux hurlent, les oiseaux tombent du ciel, désorientés par les tempêtes magnétiques. La simulation montre le moment de l'entrée dans l'atmosphère. Cela se produit sans bruit pour l'observateur au sol, car l'objet vole plus vite que le son. Les gens voient un éclair. Il est plus brillant que 1000 soleils. Ceux qui regardent directement la comète sont instantanément aveuglés. La rétine est brûlée. Le ciel se déchire. Cela ressemble à quelqu'un qui aurait tracé un éclair géant sur la voûte céleste, révélant derrière elle un abîme blanc éblouissant. L'air devant la comète est compressé à l'état de plasma, brillant en violet et bleu. Quelques secondes après l'éclair, la vague de chaleur arrive. Ce n'est pas du vent, c'est de la chaleur. Les forêts, les vêtements, les cheveux, la peinture des voitures s'enflamment spontanément dans un rayon de milliers de kilomètres depuis l'épicentre. Les villes se transforment en fours. L'asphalte fond et coule en rivière. Et seulement après, arrive le son. L'onde de choc. Elle se déplace comme un mur d'air compressé, balayant les gratte-ciel comme de la poussière. Mais revenons à notre point d'impact, l'océan Atlantique. La comète transperce l'atmosphère en 2 secondes et s'écrase dans l'eau. À ce moment, le temps pour l'humanité se divise en avant et après. L'énergie de l'impact vaporise des kilomètres cubes d'eau. Le fond de l'océan se fissure, exposant le manteau. La libération de vapeur et de roches fondues s'élève dans l'espace, formant un nuage en forme de champignon de plusieurs centaines de kilomètres de haut. Cette nuée est visible depuis la Lune, comme un ulcère noir s'étendant sur le visage bleu de la Terre. Le rebondissement de notre scénario est que le pire se produit non pas au moment de l'impact, mais dans les premières heures qui suivent. Nous craignons le feu, mais le tueur sera l'obscurité. L'éjecta, la roche expulsée, entre en trajectoire suborbitale et commence à retomber sur toute la planète. Des milliards de météores.
le ciel devient un couvercle de four rougeoyant. La température atmosphérique globale augmente à des centaines de degrés. Ceux qui n'ont pas brûlé immédiatement sont rôtis vifs. La seule chance de survie est d'être profondément sous terre. À ce moment, notre simulation s'arrête. L'écran s'éteint. Nous reprenons notre souffle. Ce n'était qu'un scénario. La comète Atlas a brûlé dans le Soleil. Elle n'est pas tombée sur la Terre. Mais cette expérience de pensée a révélé un détail important dont nous parlons rarement. La principale vulnérabilité de notre civilisation n'est pas l'absence de missiles, mais l'absence d'unité. Dans notre modèle, nous avons péri non pas parce que nous n'avons pas pu abattre la comète, mais parce que nous avons passé les derniers mois dans la panique, l'égoïsme et le partage des bunkers. Techniquement, l'humanité a le potentiel de se défendre. Si nous avions détecté la menace 5 ou 10 ans à l'avance, nous aurions réussi. Nous aurions pu utiliser un remorqueur gravitationnel ou un canon à ions pour modifier lentement et délicatement l'orbite. Mais cela nécessite un système de surveillance mondial, des centaines de fois plus puissant que l'Atlas actuel. Et cela nécessite la volonté politique de dépenser des billions de dollars, non pas pour des porte-avions, mais pour des télescopes et des intercepteurs spatiaux. Ce scénario est une vaccination contre l'insouciance. Nous vivons sur un stand de tir cosmique, et le fait que nous soyons encore en vie est une chance statistique qui ne peut pas durer éternellement. Tunguska était un avertissement. Tcheliabinsk était un rappel. La comète Atlas était une démonstration de la force de la nature. La question n'est pas de savoir si quelque chose retombera. La question est de savoir si nous serons prêts à faire face à cet impact, non pas comme des tribus éparpillées, mais comme une civilisation planétaire. Dans la partie finale, nous sortirons du bunker de simulation à la surface du monde post-apocalyptique. Nous verrons ce qui reste de la Terre un an après l'impact. Y a-t-il de la vie dans l'hiver d'astéroïdes? Et la chute de la comète peut-elle devenir le début d'un nouveau cycle d'évolution, comme cela s'est produit après la mort des dinosaures? Nous trouverons de l'espoir là où, apparemment, il ne restait que des cendres. Nous éteignons le simulateur. Les écrans s'éteignent et les graphiques terrifiants des ondes de choc et des sauts de température disparaissent. Nous reprenons notre souffle. À ce moment, lorsque dans le silence du cabinet, on prend conscience de l'ampleur de ce qui s'est passé, même hypothétiquement, il devient clair pourquoi l'humanité craint tant le ciel étoilé. La comète Atlas n'est pas tombée, mais le scénario de sa chute nous a révélé le secret le plus terrible. Notre civilisation est indécemment fragile, et notre progrès technologique, qui semblait indestructible, peut être effacé de la surface de la Terre par un seul morceau de glace. Dans ce chapitre de conclusion, nous sortirons du bunker de simulation et regarderons le monde un an après l'heure H. Nous évaluerons les conséquences et trouverons ce qui reste de l'esprit humain. D'abord, le tableau physique. Un an s'est écoulé. La planète n'a pas seulement survécu à un impact, elle a survécu à une attaque combinée. Nous avons affaire à un monde post-apocalyptique, plongé dans un hiver d'astéroïdes. Le ciel, obscurci par des milliards de tonnes de poussière et de suie provenant des incendies mondiaux, a une teinte orange foncé ou marron. Le soleil est un disque pâle et invisible. La température moyenne à la surface a chuté de 10 et par endroits de 20 degrés. L'automne éternel se transformant en hiver glacial, voilà le climat pour les 3 à 5 prochaines années. La photosynthèse a pratiquement cessé. Dans l'océan, le plancton est mort, la base de toute la chaîne alimentaire marine. Sur Terre, les grandes forêts ont péri, recouvertes d'une couche de pluies acides et de suie. Les anciens continents, Amérique du Nord et du Sud, Europe, Asie, se trouvent sous une couche mince, mais mortelle, d'éjecta cométaires et terrestres. Les zones les plus proches de l'Atlantique, où la comète est tombée, ont subi une stérilisation totale. L'onde de choc et le méga-tsunami ont effacé les mégalopoles côtières jusqu'à leur fondation. Nous avons perdu 90% des grandes villes, des ports et des infrastructures industrielles. L'électricité, les communications, Internet, tout cela a cessé d'exister dans les premières heures. Nous sommes revenus à l'ère de la vapeur et de la force musculaire. Maintenant, la population humaine. Selon les estimations de la simulation, s'il n'y avait pas eu de système de bunker, pas plus d'1% de la population aurait survécu. Sur 8 milliards de personnes, il en resterait moins de 100 millions. Ces personnes sont réparties de manière inégale. La majeure partie a péri par l'onde de choc, le rayonnement thermique et le tsunami. Ceux qui ont survécu sont en train de mourir de faim, de froid, de maladies et de contamination radioactive. Les plus grands foyers de survie se trouvent profondément sous terre, dans les mines, dans des bases militaires abandonnées, dans les gorges montagneuses d'Asie centrale ou au fond de l'Afrique, là où la vague ou la marée n'a pas atteint. Ces survivants ne sont pas les heureux détenteurs de billets d'or. Ce sont des gens qui ont gagné le droit de vivre en enfer.
Le paysage social a changé de manière irréversible. Les anciens États ont disparu. Il ne reste que des groupes locaux, armés et désespérés, luttant pour les dernières réserves de nourriture. La seule forme d'organisation est ce qui reste des bases militaires qui ont réussi à maintenir les communications et les générateurs. Les scientifiques et les ingénieurs qui ont survécu dans les bunkers deviennent la monnaie la plus précieuse. Leur tâche n'est pas de faire revivre la civilisation, mais simplement de maintenir la vie. Il faut apprendre à cultiver des aliments dans les conditions de l'hiver d'astéroïdes, à filtrer l'eau contaminée et à se défendre contre les bandes de pillards qui n'ont pas pu entrer dans les bunkers. Mais dans ce scénario de fin du monde, il y a aussi un tournant qui donne de l'espoir. La chute de la comète, en détruisant la civilisation précédente, a débarrassé la Terre de toutes ces maladies chroniques. Les frontières ont disparu. Les différends nationaux ont disparu. Les guerres de devises ont disparu. Il ne reste qu'un objectif mondial, absolument clair, survivre. Ceux qui ont survécu seront contraints de s'unir. La survie dépendra de la solidarité, de l'échange de connaissances et de ressources. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les gens n'auront pas à choisir qui servir, un président ou un roi. Ils devront choisir comment reconstruire le feu dans l'obscurité. Cela nous amène à la principale conclusion philosophique de notre enquête. La comète Atlas, même sans tomber, nous a donné une leçon cruciale sur la relativité de nos problèmes. Nous dépensons des billions de dollars pour la course aux armements et la publicité. Nous nous disputons sur la politique et les frontières nationales. Et à l'échelle cosmique, tous ces différends sont un bruit insignifiant. Face à l'énergie cinétique de 50 000 mégatonnes, peu importe votre passeport ou le nombre d'actions que vous possédez, nous sommes tous également vulnérables. Ce scénario hypothétique n'est pas une malédiction, c'est un outil de calibrage. Il nous permet de comprendre que notre véritable nationalité est terrestre. Notre véritable frontière est l'atmosphère. Et notre seul projet commun est un système d'alerte précoce. Le scénario de la chute a montré notre impuissance technologique au stade tardif, l'explosion nucléaire qui fragmente la comète, est le résultat direct de notre impuissance politique et financière au stade précoce. Si nous dépensions non pas des fractions d'1%, mais au moins 1% du PIB mondial pour la surveillance spatiale, la menace aurait pu être détectée des décennies à l'avance et résolue par un remorqueur gravitationnel élégant et lent. En fin de compte, la comète Atlas que nous avons abattue dans notre simulation nous laisse deux héritages. Le premier est un héritage physique, un cratère dans l'océan, un nouveau climat et une nouvelle époque géologique. Le second est un héritage mental, la prise de conscience que nous devons dépenser des ressources pour défendre notre atmosphère et non pour nous battre les uns contre les autres. La vie sur Terre reprendra, comme ce fut le cas après Chicxulub. Après tout, l'homme est apparu après l'extinction des dinosaures. Et après cet événement, peut-être qu'une nouvelle espèce, plus résiliente et unifiée, émergera. En guise d'appel final, nous sortons de la simulation dans le monde réel, où la comète Atlas a brûlé dans le Soleil, et Nibiru n'est qu'un mythe. Mais le météore de Tunguska, le météore de Tcheliabinsk et l'astéroïde Apophis sont une réalité. Ils volent, ils attendent. La question qui devrait planer au-dessus de chaque conseil d'administration, de chaque parlement, de chaque chef d'État, est la suivante. Allons-nous attendre que la chance statistique s'épuise? Ou allons-nous commencer à construire notre défense planétaire aujourd'hui? Allons-nous investir de l'argent dans des télescopes qui nous sauveront tous? Ou dans des bunkers qui ne sauveront qu'un seul d'entre nous? Ce scénario ne parle pas de la fin du monde. Il parle du début d'une nouvelle ère dans laquelle l'humanité doit devenir adulte. Une ère où nous reconnaissons que notre civilisation est un seul équipage sur un seul navire. Et si une brèche apparaît dans la coque, tout l'équipage coule. Ne laissez pas les peurs et le clickbait vous distraire de l'essentiel. Regardez le ciel et exigez de ceux qui gouvernent le monde qu'ils regardent là-haut avec vous. À bientôt sur la fréquence de la science.